Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où ce que je vous propose c'est de faire un petit tour d'horizon des différentes méthodes qu'il existe sur les tableaux, les objets et les fonctions et je vais vous en parler, vous montrer lesquelles sont les plus utiles à mon sens et celles dont vous aurez besoin. Même si vous ne les retenez pas toutes, de toute façon c'est impossible de toutes les retenir, l'important c'est de savoir qu'elles existent pour, si jamais vous tombez sur une problématique particulière, savoir les retrouver. Donc on va commencer par les tableaux. Donc je vais taper array à ce niveau-là et on va regarder les différentes méthodes. Donc la première méthode qui est intéressante, c'est la méthode at. Donc elle permet de récupérer un élément à un index particulier. La particularité qu'elle a, c'est qu'elle accepte des index négatifs. Donc par exemple, si je vais dans ma console ici et que je crée une constante note et que je lui dis j'aimerais bien avoir 12, 17 et 18, on a vu qu'on a déjà la possibilité d'accéder à une note en faisant un console.log note et en allant à l'index 0, 1, 2 ou 3. L'intérêt de la méthode at, c'est qu'on peut lui dire d'aller dans le sens inverse. Par exemple, je peux lui dire de faire un at-1. Et dans ce cas-là, ça va directement me donner la dernière valeur. Ce qui est un petit peu plus simple que de devoir faire un crochet, de lui dire en fait il faut que tu comptes le nombre de notes. Donc ça serait note.length -1. Donc at peut être intéressant parce qu'il accepte des valeurs négatives. Ensuite, on a concat. Concat permet de tout simplement concaténer des tableaux ensemble pour pouvoir les fusionner. Donc on le voit ici, ils ont A, B, C et ça devient un seul tableau avec les différentes valeurs. On le verra dans la partie sucre syntaxique, on a une manière un petit peu plus simple d'écrire ça, mais cette fonction, c'est intéressant de savoir qu'elle existe. Copy within, je ne l'ai jamais utilisé. Entries aussi, c'est très spécifique. Every, c'est aussi très spécifique. Fill, ça permet de remplir un tableau avec des valeurs précises. Donc si vous mettez une seule valeur, ça va remplir le tableau de cette valeur-là, et vous pouvez lui dire en fait je veux remplir à certains éléments. Bon, ça peut être intéressant de savoir que c'est là. Je vous avouerai que de manière générale, on n'en a pas forcément besoin très souvent. Ensuite, on a la méthode filter. Alors cette méthode, elle va être super importante, elle va nous permettre de filtrer les résultats. Par exemple, imaginons que ici j'ai des notes qui sont aussi en dessous de la moyenne. Et mon objectif serait de récupérer seulement les notes qui sont au-dessus de la moyenne. Comment je peux faire ? La première solution serait de créer un tableau et ensuite de faire une boucle et de rajouter des éléments dans ce tableau. La méthode filter va nous permettre de faire les choses en une seule fois. Donc on va appeler ça good notes, ce sont les bonnes notes. On va utiliser le tableau notes, on va utiliser les filters et cette méthode prend en premier paramètre une fonction qui recevra en paramètre chaque élément du tableau. Donc nous on va appeler ça note au singulier. Et cette fonction, elle devra retourner true si on garde la valeur et false sinon. Donc moi, je vais lui dire retourne true si la note est supérieure ou égale à 10. Si je regarde maintenant mon tableau de bonnes notes, dans ce cas-là, je vais voir que ça va me donner simplement les notes au-dessus de 10. Si j'inverse cette condition, ça me donnera que les notes qui sont en dessous de la moyenne. Donc filter peut être très intéressant si vous voulez créer un nouveau tableau qui ne contient que les valeurs qui correspondent à votre critère. Cette fonction de comparaison peut être plus ou moins complexe suivant les situations. Donc dès que vous avez besoin de supprimer des éléments dans un tableau, c'est ce qu'il faudra utiliser. Ensuite, on a la méthode find. La méthode find va permettre de récupérer le premier élément qui correspondra à la condition. Donc par exemple, ici, il demande une note supérieure à 10 et ça va nous donner du coup 12. On a la même fonction avec findIndex qui nous permet de nous renvoyer l'index de l'élément qui a été trouvé. C'est la même chose, sauf que ça va nous renvoyer ici l'index 3, parce qu'il n'y a que cette note qui est au-dessus de 13. On a findLast, qui est comme find, mais qui va nous trouver le dernier élément. findLastIndex, qui est comme findIndex, sauf que ça va nous trouver le dernier élément. Ces quatre fonctions-là peuvent être utiles si jamais vous avez besoin d'explorer un tableau et de trouver un élément en particulier. On a ensuite la méthode flat. Alors cette méthode, elle permet de convertir un tableau qui contiendrait d'autres tableaux en un tableau aplati. Si jamais on a un tableau avec beaucoup de niveaux de profondeur, on peut spécifier le niveau que l'on souhaite aplatir et ça permet d'aplatir un petit peu plus. Donc on voit qu'ici, on aplatit avec 2 niveaux de profondeur. Donc ce tableau qui a 3 niveaux de profondeur se retrouve avec un seul niveau. Ça va être spécifique, mais c'est toujours intéressant de savoir que c'est là si jamais vous en avez besoin. Flatmap, jamais utilisé. For-each, ça va nous permettre de parcourir un tableau. C'est quelque chose qui était très utilisé avant qu'on ait les boucles for-off notamment. L'avantage de for-each, c'est que la fonction que l'on va utiliser en premier paramètre, elle recevra à la fois la valeur et l'index. Donc si on veut utiliser des opérations à la fois sur les index et les éléments, ça peut être utile. Si ici je fais note.forEach, je vais lui passer donc
une fonction. Hop, cette fonction recevra en paramètre la note, l'index ou la clé. Et ensuite, si je fais un console.log et que j'affiche la valeur de la note et de l'index, ben ça me donnera 12 à l'index 0, ça me donnera 17 à l'index 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si vous voulez parcourir un tableau, ça peut être une manière différente par rapport aux boucles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer une fonction de parcours qu'on peut réutiliser dans plusieurs tableaux, là où les boucles ne sont pas vraiment réutilisables. On a la méthode from qui est très utile aussi. Elle va permettre en fait de créer un tableau à partir de différentes choses. Donc si par exemple on lui passe une chaîne de caractères, automatiquement ça crée un tableau avec les différentes lettres. Si on lui passe un tableau et un second paramètre, ça permet de créer un nouveau tableau où chaque élément se verra appliquer cette fonction-là. Je vous avouerai que cette version avec 2 paramètres, je ne l'ai jamais trop utilisée parce qu'on va voir qu'il y a une autre fonction qui est la fonction map qui permet de faire quelque chose de très similaire. Le array from va surtout être intéressant lorsque vous avez quelque chose qui est itérable si vous voulez le convertir sous forme de tableau. Mais dans le JavaScript de base, on n'a pas forcément trop de choses itérables, mis à part les chaînes de caractères. Alors la méthode includes, elle est super intéressante. Elle permet de vérifier si une valeur est inclue dans un tableau. Par exemple, ici, il crée un tableau avec toutes les valeurs possibles, donc chat, chien et chauve-souris, et il demande est-ce que dans le tableau des animaux de compagnie, on a chat? Et là, il me répond oui. Est-ce qu'on a hâte? Et là, il répond false. Donc ça peut être intéressant plutôt que d'écrire des conditions. Typiquement, ce qu'on faisait avant, c'est est-ce que A est égal à B ou est-ce que la valeur de A est égale à C? C'est un petit peu pénible et surtout si on commence à rajouter des conditions, c'est un enfer. L'avantage avec les tableaux, c'est qu'on peut facilement écrire. On va écrire B, C et D et on va lui dire est-ce que ce tableau-là inclut la valeur de A? Et c'est beaucoup plus simple à écrire et c'est beaucoup plus modulable. Donc voilà, la méthode includes, elle est plutôt pratique. Donc ensuite, on a indexOf. C'est un peu comme le find, sauf que vous pouvez directement lui passer une valeur et ça va trouver la valeur dans le tableau et vous renvoyer l'index à laquelle la valeur existe. Ça peut notamment être utilisé pour savoir si une valeur existe dans le tableau. Ça renvoie -1 si la valeur que vous avez rentrée n'existe pas. On utilisait notamment beaucoup ça avant que les includes apparaissent. Donc si vous voyez dans du code que l'on teste est-ce que l'index est égal à -1, ça c'est totalement remplaçable par la méthode includes. Donc la méthode join, on l'a vu, ça permet de joindre les différents éléments avec un caractère de liaison. Ça c'est très pratique aussi, mais il faut en avoir besoin. La méthode clé va nous permettre de nous renvoyer les clés, on n'en aura pas forcément beaucoup besoin. Le last index of, c'est comme index of mais dans l'autre sens. La méthode map, ça c'est une méthode qui est très très importante et que vous allez utiliser très souvent. Cette méthode-là, elle prend en premier paramètre une fonction qui va permettre d'altérer les éléments. Si vous voulez, vous pouvez imaginer cette fonction comme une fonction de transformation d'un tableau. Elle prend un tableau de 10 éléments et elle va vous le transformer en un tableau de 10 éléments où on applique une fonction de transformation à chaque fois. Typiquement ici, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent x sera égal à x multiplié par 2. Dans ce cas-là, si on passe ce tableau-là, on obtiendra en résultat un tableau où toutes les valeurs ont été multipliées par 2. Donc c'est vraiment très utile lorsque vous avez besoin de transformer des tableaux. Si je vous montre un autre exemple, qui sera peut-être un petit peu plus parlant, on imagine qu'on a un tableau de personnes. Et dans ce tableau-là, on a des objets avec le first name, qui contient le prénom de la personne, et un last name, qui contient le nom. Et on s'imagine avoir plusieurs personnes dans ce tableau-là. Donc on va écrire Jane, on va écrire Marc, et on va écrire Manon. Maintenant, j'aimerais bien avoir une chaîne de caractères qui contienne une ligne avec marqué John Doe, une autre ligne avec Jane Doe, une autre ligne avec Mark Doe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce que je peux faire, c'est lui dire, je pars de mon tableau de personnes. Je vais utiliser la méthode map. Dans cette méthode map, je vais du coup lui passer en paramètre une fonction qui recevra la personne, et cette fonction, elle retournera person.firstname, ou là, à la limite, je vais l'appeler P, si on peut gagner un petit peu de temps. Donc p.firstname plus un espace plus p.lastname. J'aurais pu utiliser des backticks ici aussi. Ça va me donner un nouveau tableau avec les différentes personnes. Si je fais un console.log de ce résultat-là, donc on fait bien attention aux parenthèses, voilà. Si je regarde dans ma console, j'obtiens maintenant un tableau avec John Doe, Jane Doe, Mark Doe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce que je peux faire, c'est lui dire de faire un join, et de faire un join avec un caractère de saut de ligne. Et là, j'obtiens la liste de mes utilisateurs comme ça.
Donc vous voyez, la fonction map, elle est pas mal puissante pour convertir des choses. Mais il faut bien prendre en compte que map, elle vous renverra un tableau qui a la même taille que le tableau original, chaque élément étant modifié. Il y a une autre fonction pour faire des trucs un petit peu plus poussés, mais on va la voir juste après. Donc on continue. Vous avez ensuite pop. Alors pop, ça permet de retirer le dernier élément d'un tableau. Attention, cette méthode-là, elle affecte le tableau original. Donc si vous faites un pop et que vous regardez le tableau après coup, la dernière valeur a été modifiée. C'est un petit peu pénible. Il y a beaucoup de fonctions en JavaScript qui modifient les objets originaux, et cette fonction en fait partie. On verra qu'il y a d'autres manières d'extraire le dernier élément si on le souhaite. Ensuite, on a la méthode push qui permet, elle, d'envoyer un nouvel élément dans notre tableau, et elle modifie le tableau original. Et ensuite, on a la méthode reduce. Alors cette méthode reduce, c'est une des méthodes qui, à mon sens, est le plus compliquée quand on débute, mais c'est aussi celle qui offre le plus de puissance. Donc on a eu le problème déjà précédemment quand on avait besoin de calculer la somme des notes. On avait été obligé de faire une boucle. Et il n'y a rien de mal à faire une boucle, mais il y a une manière encore plus facile d'écrire les choses avec le reduce. Donc comment il fonctionne? On va mettre un console.log, on va utiliser nos notes, et on va utiliser la méthode reduce. Cette méthode, elle prend en premier paramètre un callback. Ce callback, il aura deux paramètres. Un premier que l'on va appeler un accumulateur. En général, on va l'appeler ACC comme accumulateur. Et en second paramètre, il va prendre la valeur courante. Donc ici, ça serait la note sur laquelle on est. Donc un peu comme la fonction map, ce second argument va permettre de parcourir chacune des notes. À l'intérieur de cette fonction, on va retourner une valeur. Mais pour l'instant, on ne va pas trop s'en occuper. Ensuite, en second paramètre, on va lui donner une valeur de départ. Cette valeur sera ensuite placée dans l'accumulateur. Donc si je veux faire une somme, si vous vous souvenez, quand on avait fait notre boucle, on avait commencé à créer une variable somme qui était égale à 0. Donc là, je lui dis que ça sera égal à 0. Cette fonction sera donc appelée la première fois avec l'accumulateur qui sera égal à 0 et la première note. Ce qu'elle devra faire, cette fonction, c'est qu'elle devra retourner la nouvelle version de l'accumulateur. Donc je peux lui dire ici, retourne l'accumulateur auquel on rajoute la note courante. Ensuite, ça va prendre cette nouvelle valeur et ça va réappeler la méthode pour le second élément. On aura l'accumulateur qui aura la valeur précédente et note qui aura la valeur 18. Ça va faire le code et ensuite on va l'utiliser une troisième fois vu qu'on a trois éléments. L'accumulateur sera la valeur du retour précédent et note aura la valeur 19. Et à la fin, ça va nous renvoyer le résultat. Si j'écris ça de cette manière-là et que je regarde dans ma console, j'ai bien ici 49. J'ai comme ça écrit une fonction qui permet de faire la somme des éléments d'un tableau. On pourrait même la raccourcir en retirant la collade à ce niveau-là et en l'écrivant sur une seule ligne. C'est beaucoup plus court que la boucle que l'on avait écrite, c'est peut-être un petit peu moins lisible, je vous l'accorde, mais voilà comment fonctionne l'accumulateur. Donc cette fonction sera très utile lorsque vous avez un tableau qui contient des éléments et en sortie vous voulez qu'une seule valeur. Là, il faudra utiliser reduce. Il y a vraiment trois fonctions qui sont vitales sur les tableaux. Ce sont vraiment les fonctions map, filter et reduce. Pour tout ce qui est manipulation du tableau, avec ces trois fonctions, vous pouvez faire globalement la plupart des opérations. Donc map, c'est pour convertir un tableau dans un autre tableau avec des valeurs différentes mais qui aura la même taille. Filter, c'est pour retirer des éléments d'un tableau en fonction d'un filtre de conditions. Et reduce, ça permet de réduire les différentes valeurs et d'obtenir qu'une valeur en sortie. Très pratique, notamment pour les sommes ou des accumulations. Voilà pour la partie reduce. Donc si je continue, ensuite on a reduce right, ça permet de faire la même chose, mais plutôt que de lire les éléments de gauche à droite, ça lit les éléments de droite à gauche. Ensuite on a reverse, qui permet d'inverser un tableau. Faites attention, ça modifie le tableau original. On a la méthode shift. Donc cette méthode, elle fonctionne un peu comme la méthode pop, sauf qu'elle va retirer le premier élément d'un tableau et modifier le tableau original. Pareil, on verra avec d'autres syntaxes, lorsqu'on parlera du sucre syntaxique, une manière un petit peu plus simple de faire ça. On a la méthode slice qui va permettre de récupérer une partie du tableau. Donc si je fais animals.slice2 ici, il va commencer à l'élément 2 et va nous récupérer l'ensemble des éléments restants. Donc là, ça nous donnera le chameau, le canard et l'éléphant. Vous pouvez lui donner un second paramètre qui sera l'index auquel vous souhaitez vous arrêter. Dans ce cas-là, ça voudra dire prendre tous les éléments du tableau à partir de l'index 2 jusqu'à l'index 4. Donc l'index 2, c'est ici. L'index 4, c'est éléphant. Et du coup, il prendra tout ce qui est entre l'index 2 et l'index 4, non compris. Donc ça donnera chameau et canard.
Si vous lui donnez une valeur négative, dans ce cas-là, il va commencer par la droite. Donc si vous donnez -1, il va s'arrêter là, -2, il s'arrêtera au canard, et ainsi de suite, ainsi de suite. Une propriété intéressante de Slice, c'est que ça permet de créer un nouveau tableau. Je vous donne un exemple concret. Imaginons que ici, j'ai envie d'inverser les notes. Si dans ma console, je fais un note.reverse, le problème, on l'a vu, c'est qu'on a inversé le tableau original et on se retrouve du coup avec la variable note qui a été modifiée. Pas très pratique. Ce qu'on peut faire, c'est lui dire « J'aimerais bien créer une slice et je reverse cette slice-là ». J'obtiens alors les notes qui ont été inversées. Si je regarde notes maintenant, on voit que les notes n'ont pas été modifiées. Parce qu'en créant une slice, on crée un nouveau tableau et ce tableau-là est inversé, donc c'est ce nouveau tableau qui est inversé, pas le tableau original. Encore une fois, quand on parlera du chapitre sur le sucre syntaxique, je sais, hein, je vous le tease à mort, mais vous aurez une autre manière un petit peu plus élégante d'écrire ça. Mais c'est toujours intéressant parce que vous allez peut-être retrouver dans du vieux code cette stratégie-là pour créer un nouveau tableau à partir d'un autre. Donc ensuite, on a la méthode SUM qu'on n'utilise pas forcément beaucoup, sort qui va permettre d'organiser les éléments dans un tableau. Ensuite, vous avez splice, je vous avoue que je l'utilise pas très souvent, mais ça permet de modifier un élément spécifiquement dans un tableau. Concrètement, on peut le faire autrement, donc c'est vrai qu'on a tendance à pas trop l'utiliser. Et enfin, la dernière méthode, c'est la méthode unshift. Donc cette méthode-là, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet d'insérer des données, un peu comme push, sauf qu'elle va les insérer au début du tableau. Voilà. C'est pas forcément très utile, mais si jamais un jour vous en avez besoin, c'est important de savoir qu'elle s'appelle comme ça, plutôt que push. Donc voilà pour les méthodes sur les tableaux. Donc maintenant, on va parler des objets. Vous allez voir, il y a beaucoup moins de méthodes sur les objets, c'est beaucoup plus simple. Donc si je descends un petit peu, on va commencer par le assign. Le assign va vous permettre d'assigner des propriétés d'un objet à un autre objet. Donc on a un exemple ici, on a un objet A qui a les propriétés A et B, un objet qui a les propriétés B et C, et lorsqu'on fait un object.assign, il assigne les valeurs de l'un dans l'autre. On verra dans la partie sucre syntaxique qu'il existe aujourd'hui une nouvelle syntaxe pour faire ça, et finalement ça rend le object.assign un petit peu obsolète. Un petit détail intéressant qui est valable sur l'object.assign, mais aussi avec la syntaxe que vous verrez plus tard, c'est que ça permet de créer un nouvel objet. Si je vous refais un exemple dans la console, je vais extraire la première personne dans une variable. Voilà, hop. Donc on va créer une nouvelle constante personne et on va lui dire de mettre ça. Voilà. Si je regarde ma personne, je vois que j'obtiens bien mes informations, mais si je modifie le first name et que je mets Jane, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'objet original et je me retrouve finalement avec une toute nouvelle personne. Avec le object.assign, vous allez pouvoir en fait créer un nouvel objet, mais qui réutilise les mêmes propriétés qu'un autre, en écrivant les choses de cette manière-là. En fait, je suis en train de créer un nouvel objet, et dans ce nouvel objet, j'assigne les propriétés que l'on a dans personne. Si je crée donc une nouvelle variable à partir de ça, si je modifie quelque chose dans cette nouvelle variable, ça me permet de modifier une propriété. Donc je me retrouve bien avec une personne qui s'appelle Jane Doe, sans avoir modifié pour autant la personne originale. Donc c'était notamment utilisé pour ça. Donc dans certains vieux codes, vous pourriez retrouver cet élément de syntaxe. Maintenant, on a une autre syntaxe pour faire ça aujourd'hui. On peut écrire les choses de cette manière-là, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard lorsque l'on parlera du sucre syntaxique. Ensuite, on a la méthode create. Donc la méthode create, elle permet de créer un nouvel objet en utilisant le prototype d'un autre objet. Donc c'était aussi très utile au moment où on n'avait pas trop l'utilisation des classes. Avec les classes, ces méthodes-là sont devenues beaucoup moins pratiques, mais avant, on pouvait utiliser cette méthode-là pour gérer le système de prototype. Ensuite, on a la méthode defineProperty qui permet de définir une propriété sur un objet. Alors, on peut se demander quel est l'intérêt de ce truc-là. Concrètement, vous n'allez pas trop l'utiliser, mais ça permet peut-être d'expliquer une chose. Imaginons je crée une classe A, je crée un setter pour un champ qu'on va appeler field, et dans ce setter, je fais un console.log hello. Maintenant, je vais créer dans le constructeur quelque chose en faisant this.field et je vais lui donner la valeur 3. Donc là, il râle un petit peu parce que je n'ai pas précisé de valeur. Si au niveau de ma console, je fais une nouvelle instance de cette classe-là et que je regarde ma console, il affiche bien le hello. Donc on voit que ce setter est appelé lorsque je fais this.field égale 3. Par contre, si jamais je modifiais ça et que je venais définir cette propriété directement au niveau de l'objet, comme ça, field égale 3.
Si je sauvegarde et que je refais ma constante a égale new a, on va voir que ce setter-là ne va pas être appelé. Il ne va pas être appelé parce que cette propriété-là va être directement définie sur l'objet, un petit peu de cette manière-là avec le define properties. Et ça a pour effet de complètement override le setter d'ailleurs. Si je fais un a.field égale 4, on voit que le console.log du setter n'est pas appelé. Field ne sera plus quelque chose accessible via le setter, ça sera une simple propriété, et c'est comme si vous n'aviez pas du tout écrit ça. Si je reviens à ce niveau-là, on va directement écrire le const a égale new a ici. Si maintenant je fais un object, donc .define, alors on peut faire soit define properties, soit define property. Là, moi, je vais juste en définir une seule, donc je vais utiliser define property. Je lui passe l'objet, je lui donne le nom à ma propriété, field, et je vais lui donner ensuite un objet avec la valeur. Donc je vais dire ici que je veux la valeur 3. Si je fais ça, on voit que mon objet A maintenant a bien une propriété field qui a été définie, et j'ai entre guillemets outrepassé le setter. Voilà. Donc c'est pas forcément utile de savoir utiliser ces méthodes-là parce que vous en aurez jamais trop besoin en vrai, mais c'est intéressant de savoir que c'est ça qui est utilisé en interne lorsque vous définissez les propriétés. Et c'est pour ça que vous sautez les setters dans ce cas-là. Ensuite, on a object.entries. On remarquera d'ailleurs que sur les objets, la plupart des méthodes qui nous intéressent, elles ne sont pas disponibles sur le prototype, elles seront directement disponibles au niveau de l'objet directement. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait comme ça, mais c'est comme ça en JavaScript. Donc entries, en fait, ça va vous permettre de renvoyer un tableau avec les clés et les valeurs. Alors c'est assez spécifique, mais revenons-en à notre personne. Si j'essaie dans ma console de faire un object.entries et de lui passer personne, on voit qu'on obtient un tableau de taille 2 parce que j'ai deux propriétés. Et si je regarde, le premier tableau, c'est la propriété et la valeur associée. Le second, c'est la propriété, la valeur associée. Ça va être intéressant, notamment lorsqu'on va parler de la déstructuration. Donc on en parlera dans le chapitre sur le sucre syntaxique. Ça permet par exemple de pouvoir faire une boucle for-off sur les objets, chose qui ne nous était pas autorisée. Donc dans ce cas-là, ça permet de faire une boucle et de récupérer à la fois la clé et la valeur dans les propriétés de l'objet. Ensuite, on a object.freeze. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Ça a trait notamment aussi à l'optimisation de la mémoire, mais ça permet de geler un objet. Ça veut dire que cet objet ne peut plus être modifié. Ça peut être intéressant pour garantir une certaine sécurité, mais en dehors de ça, c'est pas forcément quelque chose qui va vous intéresser, en tout cas pour l'instant à votre niveau. Bon, ensuite, on va descendre. Toutes ces méthodes-là, elles sont pas forcément utiles. Je vous laisse les explorer si ça vous intéresse. Vous avez le object.is. Ça, c'est un opérateur de comparaison. C'est un peu comme un triple égal au final, si ce n'est que ça a des conditions un peu spécifiques qui sont expliquées ici. C'est que ça permet de comparer un 0 négatif à un 0 positif. Et ça permet aussi de comparer deux not number ensemble. Encore une fois, c'est très spécifique. C'est intéressant pour la culture générale, mais en dehors de ça, ça ne vous servira pas. C'est-à-dire que si vous comparez deux not number ensemble, il vous dit que ce ne sont pas deux objets égaux. Alors que si vous faites un object.is et que vous comparez deux not number ensemble, bah lui, il vous dira que c'est vrai. Hop. Voilà. Encore une fois, c'est tellement spécifique que de toute façon, vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai noté ensuite? J'ai noté keys qui était intéressant. Donc keys, en fait, ça va vous permettre d'avoir un tableau de toutes les clés. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir ensuite faire une boucle, justement. Si vous êtes intéressé par toutes les clés qui sont au niveau de votre objet personne, vous faites ça et vous obtenez un tableau qui contient first name et last name. Si vous êtes intéressé seulement par les valeurs, ben vous avez la même méthode, mais qui s'appelle values. Et dans ce cas-là, ça vous donne un tableau des valeurs qui correspondent aux différentes propriétés. Ça peut être intéressant, voilà, dans ces deux cas. Et après, vous pouvez faire une boucle sur les clés ou sur les valeurs et faire le traitement qui vous intéresse. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à connaître sur les objets. Concrètement, si vous ne devez retenir que quelques fonctions, je dirais que entries est utile si vous avez besoin ensuite de faire des boucles et récupérer clés-valeurs. Values et keys sont utiles. Les autres ne servent plus aujourd'hui parce qu'avec les nouvelles syntaxes, vous n'en aurez pas besoin. Enfin, on va finir sur les fonctions. Alors, je ne sais pas sur les fonctions si on a une référence. Donc, on va peut-être plutôt utiliser apply pour essayer de trouver le prototype. Donc, sur les fonctions, vous avez assez peu de méthodes qui sont disponibles au niveau du prototype. On en a déjà rapidement parlé avec le système de Vis, mais ces trois méthodes-là, justement, elles permettent de jouer avec Vis. Pour vous les expliquer, on va se créer ici une fonction. Et cette fonction, elle fera tout simplement un console.log de Vis. Donc la première méthode qui est intéressante, c'est bind.
Donc bind va vous permettre de créer une nouvelle fonction à partir d'une fonction en changeant le contexte de vis. Donc vous faites hello.bind 3 et maintenant dès que vous allez appeler hello, vis aura la valeur 3. C'est intéressant parce que ça vous permet d'ancrer la valeur et ensuite elle ne pourra plus être modifiée. C'est-à-dire que si ici je fais un hello 2, hop, je vois que ça me donne bien le nombre 3. Mais si je décide de faire un hello 2 et de l'appeler en lui passant une autre valeur de vis, 4 par exemple, hop, ça me donnera toujours le nombre 3. Une méthode qui a été bindée a une valeur de vis qui est définie et cette valeur-là ne pourra pas être modifiée par la suite. C'est un peu comme finalement une fonction fléchée, ça peut être intéressant. Donc si jamais vous créez une fonction qui est rebind derrière, ça vous donnera la même chose. C'est-à-dire que si vous faites un hello 2, il va ignorer le bind 4 que vous avez mis parce que là, on a bindé la valeur de vis. Les autres méthodes correspondent à la même chose. Apply permet d'appeler une méthode en lui passant la valeur de vis et un tableau qui correspondra aux différents arguments. Et la méthode call permet de faire un peu la même chose que le apply, si ce n'est qu'on mettra les arguments les uns derrière les autres. Donc ça va être intéressant vraiment dans des cas spécifiques. Si jamais vous avez des erreurs parce que vous utilisez vis dans vos fonctions, une de ces trois fonctions-là va vous aider. En dehors de ça, il n'y a pas plus à dire. Et là, on a terminé avec ce petit tour d'horizon des différentes fonctions que vous avez à connaître pour la suite de cette formation. Donc n'hésitez pas toujours à revenir sur la documentation pour vous souvenir de tous les objets qui sont standards dans le JavaScript, voir un petit peu comment ils fonctionnent et voir leur prototype et ce qu'il est possible de faire dessus. Donc j'espère que ça n'a pas été trop pénible comme ça de me voir lister les fonctions, mais je suis désolé, il n'y a vraiment pas le choix à ce niveau-là et je vous donne rendez-vous dans le chapitre suivant.